Bonsoir aux nouveaux venus. Comme convenu, il est 19h10 à ma montre. Je pense qu'on peut à présent commencer. Si vous me recevez, bien sûr. Oui, à mon niveau, c'est bon. OK. Alors, bienvenue et merci à tout un chacun de vous de nous rejoindre pour cette session de communication sur le data scrapping sous le thème innovation et défis du scrapping de données, approche de résolution pour l'extraction de données des associations du Burkina Faso. Alors moi, je suis Salimata Sawadogo, ingénieure de conception en cybersécurité et sécurité informatique, et j'ai le privilège de modérer cette session de communication. Nous allons donc vous donner le programme de ce soir qui est bien sûr subdivisé en deux grandes parties. La première partie concerne bien évidemment l'intervention de nos différents panélistes. Et il faut noter que chaque panéliste aura droit à 10 minutes de temps record pour présenter son approche. Ensuite, notre expert en IA interviendra pour donner des directives expertes pour améliorer les différentes approches. S'ensuivra bien sûr la deuxième phase qui est la phase des réponses aux questions. Et dans cette phase, comme vous avez entendu réponse aux questions, vous aurez le privilège de faire vos apports, de poser vos différentes questions auxquelles nos panélistes et notre expert tenteront de répondre avant qu'on ne clôture cette session. Alors, sans trop tarder, je vais passer la parole à notre premier panéliste qui est Monsieur Amos Bationo. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Bationo? Oui, je suis là, vous m'entendez? Vous avez 10 minutes pour présenter votre approche. D'accord, merci bien pour m'avoir donné la parole. D'accord, donc je vais partager mon écran. Faites-moi signe si vous arrivez à le voir. Oui, là, c'est bon. Je vois votre écran. D'accord. Donc, moi, Est-ce que c'est c'est Amos bon pour tout le monde? Oui, c'est bon à mon niveau. OK. D'accord. Donc, moi, c'est Amos Batieno, je suis statisticien de formation et aussi j'ai fait un certain nombre de certifications en data science aussi. Actuellement, je suis au Kenya pour certaines, on appelle ça, pour des études surtout. Donc, je commence avec la présentation. Le sujet ici, ça sera basé sur l'extraction des données des associations de Burkina Faso. Le sommet va se constituer de certains points ici, le problème, l'objectif, la solution, les résultats. Je vais juste ici rappeler le problème de ce hackathon. Pour la démonstration, ça va dépendre si nous avons assez de temps pour ça. Donc, pour le problème, il s'agit d'un problème de façon générale, il s'agit de la difficulté à garantir la disponibilité des données au niveau du Burkina Faso. Même compte tenu de tous les efforts qui ont été fournis jusqu'à présent, on n'a toujours des difficultés. Donc, pour ce cas précis, là, il s'agit de la disponibilité des données concernant la déclaration d'existence des associations Burkina Faso. L'objectif ici, c'est de mettre en place un système automatisé qui va être capable d'extraire ces informations-là des journaux en ligne et les structurer dans une base de données. Et on s'attend à des délivrables du genre des scripts d'extraction qui sont efficaces et scalables, avec une bonne scalabilité, une base de données des associations, une base de données des membres de l'association et aussi une documentation détaillée. En ce qui concerne l'extraction des informations du site web, nous avons opté pour Selenium, qui est open source, comme vous devez le savoir, mais aussi il est très pratique quand il s'agit des pages qui chargent des données de façon dynamique. Et il permet aussi de simuler des interactions des utilisateurs, comme scroller dans les pages ou encore faire des clics sur des boutons. En ce qui concerne l'extraction des informations de façon pratique, il y avait plusieurs solutions qu'on pouvait utiliser. Par exemple, ChatGPT, qui est un modèle de large language model. On aurait pu utiliser leur API qui fait environ de $20 par le mois, je pense. Et aussi, il y a Llama 2 aussi, comme vous pouvez l'utiliser. Lui, il est gratuit, mais il faut que le PC ait une bonne graphique pour pouvoir le lancer. Et j'ai eu le tester, mais le temps d'inférence a été vraiment très lent. Donc,
je n'ai pas utilisé finalement. Il y a aussi Spicy qui est là, qui offre une possibilité de faire la reconnaissance d'identité. Mais les modèles qui sont inclus là-bas, ça peut demander, ça demande du fine-tuning pour que ça puisse s'adapter exactement à notre cas précis. Bon, pour cause du temps, je n'ai pas aussi cherché à aller plus loin dans ce cadre-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert les journaux et j'essaie de voir est-ce qu'il y a une structure qu'on peut voir, détecter en ce qui concerne la déclaration des associations dans les différents journaux. Donc, en lisant ces différents journaux, j'ai pu voir qu'il y avait une structure de la manière de faire ces déclarations. Donc, en me basant sur cela, j'ai décidé d'utiliser uniquement que des expressions régulières pour faire l'ensemble du projet. Et en fin de compte, on n'a que besoin de que ça, Python, Panda, puis Selenium, c'est tout. Et le TQMD là, c'est juste une importance secondaire, c'est juste là pour faire l'affichage de la progression des tâches. Le système tout entier est composé de 2 modules, le module de scraper et le module d'extraction. Le module de scraper qui est à ma gauche ici, il sert uniquement à extraire les informations de l'Internet. La façon dont ça fonctionne, c'est que ça se connecte sur Internet, sur le site qui a été fourni. Ça récupère la liste de tous les liens des publications qui ont été faites. Ça parcourt chaque publication. Ça reconstitue les pages pour en faire un seul fichier texte. Et ça se regarde sur la machine. Et au milieu, ici, vous avez une screenshot un exemplaire de juste un aperçu de ce qui se trouve dans ce genre de fichier. Ça, c'est ce que le module Scraper fait. Une fois que le module Scraper a récolté ces informations et les a sauvegardées en forme de fichier texte, il y a le module Extractor qui est là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt, il est composé de plusieurs méthodes. Une des méthodes est là pour extraire les sections de déclaration. C'est-à-dire ça parcourt en utilisant uniquement que des expressions régulières. Ça parcourt le fichier. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. Quelqu'un qui a son micro ouvert. D'accord, je peux continuer? Allô? Oui, allez-y. Oui, okay. Vous pouvez continuer. Donc, je disais donc qu'on avait plusieurs méthodes à l'intérieur de ce module Extractor. Ce que ça fait, c'est que ça parle, le premier module ici, la première méthode plutôt, ça parcourt les fichiers et ça détecte là où il y a des déclarations d'association. Lorsqu'il voit qu'ici, il s'agit d'une déclaration d'association, il cherche à savoir où ça finit. Donc, il fait comme ça dans chaque fichier. Il sectionne, il extrait toutes ces sections-là. Après ça, il passe à une autre méthode qui est là pour extraire les numéros de déclaration. Ces numéros de déclaration vont servir comme étant un point d'ancrage pour pouvoir se positionner et faire d'autres recherches. Après cela, on a l'extraction des informations des associations. Monsieur Bationo, excusez-moi un instant. Monsieur Abdoulaye, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Monsieur ou Madame Boko Rodrigue, coupez votre micro, s'il vous plaît. C'est bon, Monsieur Bationo, vous pouvez continuer. Ok, d'accord, merci. Donc, je disais donc après avoir extrait le numéro de déclaration des associations, il y a une autre méthode qui est là qui va se charger d'extraire les informations des associations. Et à l'intérieur de cette méthode-là, il y a plusieurs sous-fonctions qui ont une seule tâche. Il y a des fonctions qui sont là uniquement que pour extraire le nom des associations. D'autres sont là pour extraire uniquement que l'objectif ou encore le siège, des choses comme ça. Donc, toutes ces tâches-là vont s'exécuter à ce niveau. Une fois que ça c'est fait, ça passe le reste des sections à une autre méthode qui va se charger uniquement que d'extraction de membres de l'association en question. Et quand tout ça se fait maintenant, l'information est enregistrée sous forme de JSON. Et plus tard, ça va être importé avec Panda et exporté en tant que CSV. Ici, par exemple, on a un exemplaire de à quoi ressemble un JSON des associations. Vous voyez ici, on a le numéro de déclaration, la date, la dénomination, l'objectif, abréviation, siège, etc. On a même le lien dans lequel on a récupéré cette association, le journal dans lequel se trouvait cette association. Donc, on peut encore aller vérifier si réellement c'est ça ou pas.
Et à notre droite ici, on a les membres, une liste de membres qui sont là avec l'ID de l'association auquel ils appartiennent, leur rôle, le nom, et des fois même il y a l'adresse et aussi le numéro de téléphone. Mais ce n'est pas standard comme format dans les journaux. Donc, le programme intégré, c'est un programme Python qu'on peut lancer de cette façon. C'est le main, le fichier main qui est là, et ici, on a les paramètres qu'on peut modifier comme on veut. Le T, ça veut dire le task. Tu peux décider de lancer uniquement que le scrapping si tu veux, ou encore l'extraction uniquement, ou tu mets le B pour both. Je veux dire, il va extraire à la fois, il va faire la collecte des données et en même temps l'extraction des informations. Et les ST et les ET qu'on voit ici, ce sont des informations liées au cœur de ton PC. Si tu peux décider de dire, OK, tu veux que l'extraction se fait en utilisant tel nombre de cœurs de ton PC, ça permet d'augmenter la vitesse en fonction des performances de ton PC. En termes de scalabilité, ça va réellement dépendre aussi de ton PC en termes de RAM et tout. Et maintenant, ça sera très facile à maintenir parce que le programme est fait en module. Donc, s'il y a un bug quelque part, c'est très facile à débugger. Considérant les résultats, on a vu le programme a récolté 466 déclarations. Dans 473 journaux ont été détectés et dans 436 de ces journaux-là, il y a eu des déclarations d'associations. Et en tout, il y a eu environ plus de 7800 déclarations qui ont été récoltées avec plus de 32 000 membres détectés. Et ici, on voit ici notre bas ici, un aperçu de ce à quoi ressemble la base de données des associations. Et tout juste aussi, en dernière position, on a une base de données juste un aperçu des membres des associations. OK, donc merci pour votre attention. C'était tout pour le moment. Merci, Monsieur Bationo, pour votre brillante présentation. Vous aviez parlé d'une partie démonstration, si le temps le permettait. OK, oui, je peux essayer de lancer ça. Je ne pense pas que le temps le permet de faire ça. Je vais vous Mais je vais le lancer quand même. Encore quelques minutes pour que vous présentiez cette démonstration. D'accord. Donc, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Voilà. Donc, oui, ça, bon, c'est voilà, ça, c'est le projet que vous voyez en tout. Je vais vous montrer ça. Ici, vous voyez les modules qui sont là. L'association, ici, vous avez un module extractoire qui est là, qui est chargé, qui contient une classe avec des méthodes pour faire des extractions. Maintenant, le scrapper qui est ici, qui permet de faire l'extraction des données du site web. Et bon, plein d'autres choses, mais c'est ça surtout qui sont les plus importants. Ici, j'ai fait venir une commande que j'ai eu à lancer il y a quelque temps. Vous pouvez voir ici, c'est Python MainPy. Le T, ça veut dire je dois définir la tâche que je veux accomplir actuellement. Donc, si je mets E, ça veut dire que je vais faire uniquement que l'extraction. Je peux décider de mettre ici S pour dire c'est scrapping uniquement que je vais faire sans faire d'extraction. Et je vais dire le nombre de cœurs que je vais donner au scrapping, c'est 4. Et je lance. Et j'attends. Maintenant, la vitesse va dépendre de la connexion et aussi de la performance du PC. Donc, on attend pour voir, il va se connecter normalement. Il va commencer à collecter des opérations. Vous voyez, par exemple, ici, il est à la première page, il a collecté 25 publications. Et il va continuer comme ça jusqu'à finir les 400. Il a 50, par exemple, apparemment, il y a 25 par page. Donc, ça va continuer comme ça jusqu'à finir les 473, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, si on devait attendre jusqu'à là, ça risque de prendre beaucoup de temps. Je vais essayer de l'arrêter et on va essayer l'autre aussi, la tâche de l'extraction. Je vais dire, OK, on va faire une extraction. Maintenant, l'extraction, normalement, je devais mettre ici ST. Je vais donner ça 4. Mais ici, c'est ET, extraction thread. Donc, c'est 4. Et je lance. Ici, là, il a déjà. Bon, il va falloir d'abord que je vous signifie certaines choses ici. Il ne faut peut-être pas que ça rentre à l'intérieur des. OK, je vais l'arrêter. Il a déjà commencé. Je voulais vous montrer d'abord quelque chose avant de continuer, mais il a déjà commencé. Ce qu'il est en train de faire là, il parcourt. Je voulais vous montrer d'abord les fichiers qu'il est en train d'utiliser avant de lancer. Les fichiers temporaires, les journaux. Voilà, vous voyez ces journaux. Il est en train de les récupérer un à un. Je vous fais un par exemple, ça là. Il est en train de les ouvrir un à un.
Et là que ça l'ouvre, ça parcourt le journal, ça cherche à l'intérieur, est-ce qu'il a détecté une déclaration d'association? S'il le trouve, il cherche à voir où est-ce que ça finit. Lorsqu'il détecte ça, il coupe cette partie, il le met dans un fichier, dans une liste de Python, et il continue jusqu'à ce qu'il finisse de trouver toutes les associations qui se trouvent dans un fichier comme ça. Et une fois qu'il finit de faire ça, il passe ça à un autre module qui va se charger d'extraire le nom, le siège, etc. Et un autre module qui va se charger aussi de récupérer les membres, et etc. Donc ici, il y en a vraiment beaucoup. Si je regarde le fichier qui est là, ça fait environ, ici on a jusqu'à 473, comme on avait dit. Mais les informations qu'il va récolter, ils vont être générées ici. Vous allez voir ici, par exemple, ça là, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'association dans ce journal-là. C'est pourquoi c'était vide. Maintenant, quand on va peut-être chercher un autre, vous voyez ça? Ici, par exemple, il a trouvé ces déclarations d'association dans le journal dont l'ID est ici, la définition est là. Et c'est ce qui va se passer aussi pour les membres aussi qui ont été, vous savez, voici les membres qui sont là. C'est la même chose aussi pour les membres. Vous allez voir aussi des informations de ce genre-là. Et vous allez voir que le système, ça continue toujours. Ça le fait successivement. Et ça risque de prendre beaucoup de temps pour finir. Et bon, tout ça, ça a été fait sans intelligence artificielle, je tiens à le souligner. C'est juste des fonctions basiques de Python qui ont été utilisées, surtout on appelle ça les regex, les expressions régulières surtout. Donc, bon, je pense qu'on peut arrêter la démo ici, parce que ça risque de... C'est pas quelque chose qui peut finir aujourd'hui. Non, je pense que c'est bon. Ok, merci encore à Monsieur Bationo pour sa présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Kaboré. Vous êtes là? Mais avant, je tiens à noter que si vous avez des inquiétudes, des apports ou des questions concernant la présentation de Monsieur Bationo, vous pouvez d'ores et déjà les noter quelque part. Nous y reviendrons dans la deuxième phase de cette session. Monsieur Kaboré, la parole est à vous. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, d'accord. Merci. Bonsoir à tous et merci encore une fois de plus pour l'invitation de ce soir. Je suis Kaboré Abdel Fattah, je suis doctorant en intelligence artificielle. Donc, c'est ça, ce qu'on va faire ensemble, c'est essayer de se donner des idées. Il n'y a pas une personne qui est plus expert que notre dans ce domaine. On est tous des apprenants et au fur et à mesure, il y a les technologies qui évoluent et ainsi de suite. Donc, on est obligé de s'informer mutuellement pour progresser ensemble. Donc, là, je tiens à remercier monsieur... c'est monsieur Bationo, c'est ça, si je ne me trompe pas, pour cette présentation. Et aussi, je tiens à le féliciter pour ce qu'il a produit. Déjà, il a implémenté un code qui fonctionne, ça c'est déjà bien. Et aussi, malgré qu'il y avait des insuffisances côté temps, il a eu aussi à produire un code de qualité en fait. Donc, généralement, c'est un aspect qui est négligé pour la plupart des développeurs. Donc, ils se contenteront juste de fournir un code qui fonctionne sans pour autant se préoccuper d'autres développeurs qui souhaiteront lire et comprendre ce qu'il a fait, et voilà, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, vous m'avez facilité la tâche. Donc, encore une fois, félicitations. Donc, j'ai des questions et des suggestions pour améliorer ce que vous avez déjà fait. Est-ce que, pour une première question, est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous effectuez la navigation sur le site web en question pour pouvoir récupérer les différents fichiers? Parce qu'on a vu que, voilà, il peut y avoir des paginations, comment vous effectuez ça. Moi, j'ai compris à travers votre code, mais vous pouvez quand même expliquer au grand public, en fait, pour qu'ils comprennent comment vous procédez pour récupérer ces informations. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que je vais
profiter de montrer ça avec le code directement en expliquant le code. Je pense que ça sera beaucoup plus clair que la théorie. Donc, ou peut-être sur le site web en question, c'est plus lisible. D'accord. Le site web, d'accord. Donc, je vais copier le site web, je pense que c'était ici. Puisque la plupart des problèmes qu'on a, c'est pouvoir définir l'algorithme. Alors, si vous arrivez à l'expliquer clairement de façon visuelle, je pense que côté algorithmique, ça serait plus simple pour tout le monde. D'accord, d'accord. OK, donc nous voici ici. Ça, c'est la page d'accueil du site, normalement. Voilà, on a ici jusqu'à 473 éléments qui sont là. Donc, lorsqu'on lance le programme, ce que ça fait au tout départ, Excusez, c'est que ça moi, je vient... ne vois pas l'écran. Vous ne voyez pas l'écran? Quelqu'un d'autre ne voit pas l'écran? Non, votre partage, l'écran est noir en fait. OK, attendez que j'arrête et puis je relance encore. C'est bon maintenant? Non, c'est toujours noir. Toujours noir. Je demande bien ce qui se passe. OK. Je vais encore faire une seconde fois. Je vais partager l'ensemble de l'écran. Autoriser. Vous ne voyez toujours pas? Donc, si vous ne voyez toujours pas, je vais me déconnecter du meeting et me reconnecter. Je ne sais pas, peut-être ça peut résoudre le problème. Vous m'entendez? Je crois que ça vient de venir. Je ne sais pas si... OK. J'essaie de partager. On voyait l'écran tout de suite. Tout à l'heure. Ah, vous voyez l'écran. Jusqu'à actuellement, c'est comment? Vous ne voyez plus? Non, là, il n'y a pas de partage. Je lance encore, partage. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Actuellement, vous voyez la page des journaux? Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. OK, good. Voici. Donc, le programme vient d'abord ici. Il parcourt cette page-là. Il va récupérer, il ne va pas rentrer à l'intérieur, il va récupérer d'abord ces liens-là. Par exemple, lorsqu'on fait clic droit ici, on essaie d'expecter le lien ici, on voit cette information. Ce lien-là, c'est ça que le programme va commencer à récupérer. Il va récupérer ces informations pour l'ensemble des éléments que vous voyez sur cette page-là, qui fait 25. Et une fois que ça finit, ça vient ici. Le prochain élément, lorsqu'on clique ici, par exemple, le prochain élément, on peut voir comment est-ce que ça navigue. Vous voyez en haut ici, on a SP2. C'est comme ça on peut naviguer d'une page à une autre. Donc, une fois qu'on a cette pattern, qu'on appelle ça, cette structure-là, on sait déjà comment naviguer à l'intérieur de cette page. À chaque fois, on va seulement incrémenter cette valeur-là pour passer d'une page à une autre. Et à chaque page, on va juste venir récupérer les liens qui se trouvent ici. Une fois qu'on a l'ensemble des liens de toutes les publications du journal, on va maintenant venir encore faire d'autres requêtes. On clique maintenant à l'intérieur du lien. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a, on voit celui-là est sous forme de PDF. Nous cherchons les versions. OK, attendez, je vais revenir en arrière un peu. OK, voici. Image du texte. Justement, en fait, celui-là, on ne le prend pas, c'est celui-là sur du contexte. C'est celui-là qu'on vise. Image with text. Quand je clique ici, normalement, ça va nous donner la possibilité d'avoir le PDF, mais c'est en image. Il faut utiliser des algorithmes d'imagerie. Voici. Donc, on a accès à ça. Ici, on voit déjà le texte qui est là. Et ce texte-là, il est facile à récupérer en utilisant le HTML. On le récupère, celui-là. Et une fois qu'on a fini de récupérer celui-là, on clique ici pour aller à la page suivante. Et on récupère encore le texte. Donc, toutes les textes qu'on est en train de récupérer actuellement ici, là, font partie de cette publication, ce numéro de publication du journal. Donc, on empile comme ça jusqu'à ce qu'on finisse les 32 qu'on a ici. Et ça va faire maintenant un fichier
un fichier général pour une seule publication, qui fait allusion à ce numéro-là. Et c'est ces informations-là qui vont être enregistrées sous la forme de fichier texte que je vais présenter tout de suite ici. C'est l'ensemble de ces pages-là, comme ça, de 1 jusqu'à 32, qui vont être empilées et former chacun de ces fichiers comme ça. Et après ça, ça va passer encore à un autre numéro du journal et faire la même chose jusqu'à récupérer l'ensemble des 473. Donc, c'est comme ça que je vais procéder pour récupérer les informations. J'espère que j'ai répondu à la question. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je crois que Monsieur Kaboré va... Monsieur Kaboré, vous êtes là? Oui. Ok. Alors, je n'ai pas entendu la fin, ça s'est coupé entre-temps. Ok, donc, je disais donc que une fois que on sélectionne un journal, je vais peut-être venir ici. Donc, voici la liste des journaux qui sont là. Oui. Si on vient ici et qu'on clique ici, ça nous renvoie sur une page de ce genre. Et dans cette page-là, on a accès au texte du journal qui est là. Et ce texte-là, on peut aisément le récupérer en utilisant juste un inspecteur pour voir là où ça se trouve et on peut le récupérer. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour chaque journal de ce genre-là, lui par exemple, on va récupérer l'ensemble de ces pages. Tous les textes qu'on va trouver dans chaque page-là, on va les récupérer, les empiler pour former un fichier texte. Et ce fichier texte-là va être enregistré sur notre disque dur là. Et c'est ça là, tous ces exemples que vous voyez comme ça, ce sont des journaux comme ça dont les pages ont été empilées. Et ça contient à chaque fois du texte, uniquement du texte comme ça. Et c'est de cette façon, les données ont été récupérées du site web. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est un peu clair pour tout le monde. J'essaie d'abord de compiler en fait une liste d'articles et puis voilà, pour chaque article, il fait juste un clic et puis à l'intérieur, ils essaient de naviguer en fait pour récupérer toutes les pages en fait. Donc, Exactement. voilà, c'est ça. Donc, retourner en arrière, je montre rapidement quelques astuces que j'ai l'habitude aussi de faire pour ne pas perdre beaucoup de temps. Voilà pour la liste. Voilà pour la liste. Par exemple, si vous descendez carrément en bas, il y a aussi un système de pagination aussi qui est là. En fait, à chaque fois, il va venir cliquer sur la page numéro 2, récupérer tous les articles qui sont là-bas et ainsi de suite. Il va cliquer aussi sur la page numéro 3, numéro 4, numéro 5, ainsi de suite. Donc, alors, carrément à droite, il y a la possibilité en fait d'afficher le nombre d'éléments qui seront affichés par page. Donc, pour cela, par exemple, s'il clique, il peut choisir peut-être soit 50 ou bien une autre valeur. Pouvez-vous cliquer s'il vous plaît? Cliquez où ça? Ici, par exemple, sur la page là? Carrément à droite, résultat par page. Ah, vous parlez de le nombre de pages ici, ça? Voilà. Go. Voilà, là, il a choisi d'afficher 50 éléments par page. Donc, on voit toujours qu'il y a toujours le système de pagination qui s'affiche. Et quand il regarde sur la barre d'URL, en fait, je pense que la requête, c'est du type GET. Et ici, ça trahit, en fait, il peut facilement injecter le nombre d'éléments qu'il veut récupérer, en fait. Donc, grâce à ça, il peut définir facilement une variable maximum pour définir, en fait, une liste d'articles max à récupérer. Et c'est très simple. S'il veut, il peut mettre 5000. Si le serveur permet, il va récupérer les 5000 liens en une seule requête sans passer plus de temps sur ça. Oui, en fait, ici, la façon dont ils ont configuré leur système, j'ai l'impression qu'ils ont limité le maximum à 150.
Et à un moment donné, il va falloir paginer. Mais une fois arrivé à la fin, là, ce sera juste l'algorithme de détecter s'il y a encore des éléments à récolter ou pas. Et puis il va s'arrêter en ce moment-là. Mais ça, Oui, ça permet d'aller vraiment vite parce que... oui, vous mettez 1000 si vous voulez, vous récupérez tout en une seule requête. Voilà, il n'y a pas de pagination. 500. Là, vous arrivez facilement à tromper le serveur. Je vois que ça prend un peu de temps. Ouais, parce que vous faites... Ah, ok, en fait, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, en une seule, ça veut dire en une seule requête, normalement, on aura accès à l'ensemble de la liste des publications. C'est bien ce que vous disiez. C'est ça. Et à partir de ça, par exemple, votre code, si nous voulons déployer ça, par exemple, à quelque part, et nous voulons qu'à un moment donné, voilà, on a un objectif, si on atteint peut-être à 1000 articles comme ça, on peut regarder cette variable, en fait, pour pouvoir arrêter le programme et voilà, commencer maintenant au pré-processing de l'ensemble de nos données, en fait. Exactement. Ouais, Voilà. c'est une bonne astuce. D'accord. Donc, c'est bon, je pense qu'on ne va pas tarder sur ça aussi. J'ai vu également que vous avez pensé aussi à gérer le multiprocessing, le parallélisme, autrement Oui, oui, dit. effectivement. Oui, qui est une bonne chose. Et là, si vous pouvez peut-être présenter à certains qui est aussi négligé, donc voilà. OK. Donc, le multiprocessing, en fait, c'est de, comment on appelle ça? Lorsqu'on veut, c'est de permettre au programme de pouvoir exécuter plusieurs tâches de façon en parallèle sans qu'il y ait une collision. Par exemple, ici, ouais, voilà, ici, il s'agit de précisément cette fonction-là. Ça permet de construire des informations, l'extraction des données qui ont été enregistrés sur la base, sur le disque, mais il fait ça de façon en parallèle, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs éléments, effectuer le même traitement sur chaque élément de façon indépendante. Et donc voici, si j'ai la partie de, on va voir ici, Fiber, Mosquito, Construct. J'essaie de trouver la partie du retrieval là pour permettre de clean. Je fais une recherche rapidement pour retrouver la partie. Voilà. J'espère qu'on ne déborde pas pour le temps. Si, mais je pense que c'est gérable. Je vous laisse encore quelques minutes. Ah, d'accord. Donc, par exemple, ici, là, vous voyez que ce qui se passe, c'est que on a défini, on a extrait d'abord, on a récupéré cette classe-là. La classe, c'est Concurrent Feature. C'est une classe qui est déjà à l'intérieur de Python. Ça permet d'exécuter des tâches de façon parallèle. Donc, ici, on lui définit le nombre maximal de choses, de tâches à effectuer de façon simultanée. Et lorsqu'on l'a défini, on lui donne la fonction qui va se charger d'exécuter ces tâches-là et les paramètres qu'il va falloir utiliser. File path, là, ça, c'est la liste des fichiers, on appelle ça, des chemins vers chaque élément, comme vous voyez ici. Donc, il s'agit d'une liste des chemins qui pointent vers ici. C'est ce chemin-là, ce texte que vous voyez en haut. Donc, pour chaque élément comme ça, il a ça. Donc, il a ça qui va être encapsulé dans cette variable et il va passer cette variable-là à cette fonction de façon parallèle. Donc, Python va se charger de prendre chaque élément, par exemple lui et lui, il va les donner à chaque instance de cette fonction-là, il va lui donner un chemin de fichier. Et le traitement va se faire en fonction de ce qu'on a défini dans cette fonction-là. On a dit qu'il va prendre le nom du fichier, il va l'ouvrir à l'intérieur, il va le nettoyer, il va extraire des informations dedans, jusqu'à la fin de sauvegarde. Donc, cette information va être répétée de façon parallèle pour chaque fichier qui va être donné, de façon en simultané, ce n'est pas un à un, mais en groupe. C'est un truc comme ça.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ouais, c'est clair pour moi, je ne sais pas. Ben, il y aura une séance de questions plus tard. Ok. En gros, pour ne pas perdre le temps, quand il commence à faire un traitement et qu'il y aura un blocage qui ne dépend pas de lui, évidemment, il va dire en fait au programme de passer à autre chose en fait. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la tâche soit débloquée. Puis voilà, il continue le traitement. Donc, dans ça, il ne perd pas du temps. Ouais. Donc, de mon côté, je pense que c'est bon. Et peut-être une dernière question d'éthique. Est-ce que vous avez eu à regarder en fait les conditions d'utilisation du site, tout ça? Parce que, voilà, très souvent, quand on dit de scraper un site, on se contente juste de vérifier s'il n'y a pas de sécurité qui peut nous empêcher de le scraper. Voilà. Et s'il n'y a pas de sécurité, on passe à la tâche. Alors que dans certains sites, c'est strictement interdit de récupérer des informations massives. Non, effectivement. Normalement, dans ce genre de cas-là, bon, si c'est un projet personnel, généralement, je vais d'abord voir les règles qu'on appelle ça, les conditions d'utilisation. Mais comme ça, c'était un hackathon et que, bon, je me suis dit sûrement, si vous avez donné ce lien en question, j'ai supposé que sûrement c'est permis de le faire. Donc, je ne me suis pas vraiment attardé à voir est-ce qu'il y avait des autorisations ou encore quelles sont les règles à suivre sur ce site web. Excusez-moi, messieurs, nous allons permettre au deuxième panéliste de passer. Et pour vos différentes questions, vous pouvez continuer par mail. Monsieur Kaboré laissera bien évidemment son mail dans le chat plus tard. Vous pouvez le contacter pour d'autres enrichissements de votre approche. Alors, merci, Monsieur Kaboré, pour votre intervention, mais je vais devoir vous arrêter là afin que Monsieur Thierry Zoma, vous êtes là? Bonsoir à tous, je suis là. Vous m'entendez? Ok, merci. Oui, je vous entends parfaitement. Ok. La parole est à vous. Ok, merci. Donnez-moi quelques secondes le temps de partager mon écran. Monsieur Kaboré, est-ce que vous pouvez laisser votre mail dans le chat afin que Monsieur Bationo ou quelqu'un d'autre puisse vous contacter? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est visible. D'accord, merci. Ok, bonsoir à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Alors, moi, je suis Zoma Thierry. Je suis étudiant en Master Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle à l'International Data Science Institute en Côte d'Ivoire. Alors, l'honneur me revient ce soir de participer en tant que panéliste à ce webinaire pour discuter, bien sûr, avec vous d'un sujet très important qui est le data scrapping, qui se présente aujourd'hui comme un outil très puissant dans le monde de la data et de l'IA, où l'accès à la donnée précise et pertinente est vraiment un élément crucial. Alors, avant de rentrer en profondeur, il est très important de définir ce concept avant d'aborder les aspects techniques de ce challenge. Alors, c'est quoi le data scrapping? Ici, le data scrapping, c'est un processus technologique, une technique qui permet d'extraire les données depuis les sources de données non structurées, semi-structurées, qui peuvent être un site Internet, un fichier PDF, un fichier texte, etc., à travers un programme, bien sûr, un script, dans le but de transformer, de nettoyer, de structurer ces données-là sous un format exploitable, flexible, comme les fichiers CSV, Excel, ou même dans des données tabulaires comme des bases de données SQL. Alors, la finalité ici, c'est de pouvoir constituer, enrichir une base de données existante. Et c'est dans cette optique-là que je pense que Open Burkina œuvre pour construire des bases de données en accès libre pour le Burkina Faso. D'où le cadre de ce challenge, le Data Scrapping Challenge, qui consiste ici à créer une base de données sur les associations
déclarées existantes au Burkina Faso. Alors, dans la suite de mes slides, je vais vous présenter un peu l'approche par laquelle je suis passé pour traiter ce sujet-là. Alors, j'ai adopté une méthodologie que je qualifierais de descendante en partant d'avoir, bien sûr, les données visibles sur le lien du page web qu'on nous a donné à l'entrée, bien sûr, au commencement de ce challenge, c'est-à-dire récolter, scraper dans un premier temps les données sur les journaux qui étaient présentés précédemment, dont je reviendrai bien sûr là-dessus. Donc, dans une première étape, je collecte les données sur les journaux, c'est-à-dire le lien du journal, la date, le titre de publication. Et l'élément crucial ici, c'est le lien du journal, parce que c'est à travers le lien qu'on pourra avoir accès au contenu des différents fichiers PDF associés aux journaux. Et dans une seconde étape, qu'est-ce que je fais? À travers le lien du fichier du journal, bien sûr, que j'ai scrapé dans la première partie, je peux retrouver le fichier PDF et extraire son contenu. Donc, en analysant avec rigueur et en rentrant dans les profondeurs, j'ai réussi à dénicher un pattern qui permet de passer ici le lien du journal pour le lien du PDF. Donc, en analysant les deux liens-là, je me suis rendu compte que voilà, il y a un instrument qui permet de... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, ça me dérange un peu. Est-ce que la modératrice peut gérer cela avant que je ne continue? Oui, je pensais que c'était à votre niveau. J'ai essayé de voir dans les participants, mais il n'y a personne qui a son micro ouvert. Si, IB connaît, s'il vous plaît. C'est bon. Désolé pour ce désagrément. Vous pouvez continuer. Je vous en prie. D'accord. Je disais ici, dans la première étape, j'ai récupéré les informations sur les journaux, c'est-à-dire le titre officiel, la date de publication, le lien, bien sûr. Et c'est à travers ce lien-là que je vais me servir lors de la seconde phase pour extraire un peu le contenu sur les déclarations d'existence. Alors, je disais qu'à travers le lien du fichier du journal récupéré dans la première étape, là, il est possible ici de récupérer le lien du fichier PDF associé à ce journal, dans le but, bien sûr, de récupérer le contenu texte. Et donc, j'ai retrouvé, bien sûr, le schéma qui permet de faire cela. Par un algorithme, bien sûr, j'ai réussi à avoir pour chaque fichier, pour chaque journal, bien sûr, publié sur le site, le fichier PDF associé. C'est dans ces fichiers PDF-là que se retrouvent les informations dont on en a besoin, spécifiquement sur les déclarations d'existence des associations. Donc, bien sûr, tout n'est pas que association dans le contenu PDF d'un fichier journal. Donc, le contenu du fichier PDF peut être vu en deux sections. Une première section, disons, officielle qui concerne les lois, les décrets, etc., qui n'ont rien à voir avec les associations. Et dans une seconde section, qui concerne une section non officielle qui concerne les déclarations d'existence. Donc, dans la seconde étape, là, bien sûr, je vais scraper les déclarations d'existence à travers le contenu PDF. Donc, dans cette étape, à la sortie de cette étape, j'ai toute une liste des déclarations d'existence des différentes associations qui sont déclarées à travers le journal officiel de Burkina Faso. Alors, et à la fin, il y a la troisième phase où j'extrais réellement les informations souhaitées, c'est-à-dire les informations réelles sur les associations, c'est-à-dire la dénomination, le siège, le président, les membres, ainsi de suite. Donc, comme j'ai réussi dans l'étape précédente à extraire les déclarations d'existence, c'est-à-dire c'est un formalisme à travers lequel on peut retrouver, bien sûr, les informations pour chaque association, bien sûr, déclarée à travers le journal officiel. Donc, comme j'ai déjà une liste des déclarations, je n'ai que maintenant à coder à travers des regex, bien sûr, extraire les informations spécifiques concernant chaque association à travers sa déclaration d'existence que j'ai récupérée dans l'étape 2. Et donc, les informations que j'ai réussi à récupérer à cette étape sont, par exemple, la dénomination de l'association, son siège, le président, le secrétaire général et autres rôles, bien sûr, des membres. Alors, la technologie utilisée, disons le langage de programmation utilisé, c'est le langage Python, avec les librairies comme le Request, Beautiful Soup. Non, le Request ici, c'est une librairie qui permet de lancer des requêtes HTTP, qui permet de simuler un peu le comportement d'un navigateur web. Beautiful Soup, ici, c'est la librairie Python
qui permet de scraper les données depuis un site web. Et PDF Miner ici, c'est une librairie ici qui permet d'extraire le contenu PDF. Peu importe que le PDF soit en local ou en ligne, ce package-là me permet d'extraire le contenu texte. Et pendant que j'ai étudié pour la restructuration des données. Alors, les résultats significatifs que j'ai obtenus. Donc, déjà, la première étape de mon approche, c'est-à-dire la récolte des données sur les journaux, j'ai réussi à extraire 473 journaux depuis le site web. Alors, de ces 473 journaux, ont été faites 9654 déclarations d'existence d'associations. Donc, j'ai réussi également, depuis ces 473 journaux-là, à récupérer ces 9654 déclarations d'existence d'associations. Alors, une fois, je le disais, une fois qu'on a la déclaration d'existence d'une association, c'est comme si on avait les informations de l'association. Il suffit de rentrer en profondeur dans le contenu de la déclaration pour extraire la dénomination, le nom du président, le nom du secrétaire général, le siège, etc., toutes ces informations. Et donc, dans la troisième étape, j'ai récupéré maintenant, comme je le disais, les informations relatives, les informations souhaitées sur chaque association, comme je le citais. Et j'ai pu récupérer des 9654 déclarations d'existence récupérées, j'ai pu extraire 7999 associations. Donc, soit un taux de récupération de 82%, donc soit un manque à gagner autour de 17%. Donc, c'est-à-dire, je devrais m'attendre à recevoir 9654 associations au final, mais bon, le système toujours est à perfectionner. Et les résultats actuels que j'ai pu réussir à obtenir, c'est 7999 associations. Alors, comme défi rencontré pendant la réalisation de ce projet, alors, quand dans le cadre d'un projet de web, de data scraping, disons, il y a généralement des problèmes standards courants qu'on a l'habitude de rencontrer. C'est généralement le problème de formatage, c'est-à-dire quoi, je parlais tantôt de l'exemple des déclarations d'association. Il y a des déclarations qui sont clairement, explicitement bien écrites, et à travers lesquelles on peut distinguer clairement le nom de l'association, le nom du président, le nom du siège, le nom du secrétaire général et autres rôles. Mais il se trouve que voilà, en parcourant ces 473 fichiers-là, PDF, les déclarations souvent ne sont pas écrites de la même manière. Donc, il faudra réadapter, bien sûr, l'écriture des regex pour prendre en compte ces différents scénarios-là. Donc, c'était vraiment un travail fastidieux. Donc, ça, c'était vraiment une contrainte vraiment qui handicapait le développement. Il y a également la lourdeur des fichiers PDF. Donc, attaquer des fichiers PDF qui quand même pèsent quand même sur Internet n'est pas une chose aisée, n'est pas de tout repos. Et je rappelle ici que les fichiers PDF en moyenne ici tournent autour des 50, peut atteindre même 50-60 mégas. Donc, vous imaginez le contenu texte, la taille du contenu texte que ce fichier PDF peut contenir. Donc, récupérer tout ce contenu-là, voilà, ça prenait quand même du temps. Donc, j'ai quand même optimisé pour ne pas tout récupérer parce que tout n'est pas association. Donc, je me suis contenté de récupérer la dernière partie qui concerne bien sûr les associations, histoire d'optimiser les performances. Et également, comme je le disais, les problèmes de formatage, ça c'est une contrainte bien sûr qui découle du problème de formatage. C'est des informations d'association manquantes dans certaines déclarations. Il peut arriver que dans une déclaration, on ait le nom la dénomination de l'association, le nom du président, mais il n'y a pas de secrétaire général ni de siège spécifié dans la déclaration. Donc, ça crée quand même des trous dans nos données. Donc, ça, c'était un problème. Donc, il a fallu ajouter constamment les expressions régulières pour refléter, pour prendre en compte ces différents cas. Alors, bénéfices et compétences acquis, bien sûr, en réalisant ce projet. Déjà, ce projet m'a permis, je rappelle que mes compétences en data scraping, je les ai acquises de façon autodidacte. Et participer à ce challenge a été une occasion pour moi de mettre en pratique tout ce que j'ai appris, de réviser mes compétences et de les mettre à jour afin de pouvoir être compétitif. Et je peux dire que les insights que j'ai obtenus à la fin, c'est vraiment satisfaisant. Je suis fier vraiment de ce que j'ai vraiment fourni. Et ça également, c'était un projet réel. Donc, c'est un aspect vraiment à souligner, comme je le disais. Et mettre en pratique les connaissances de data scraping et travailler aussi sur une problématique réelle, cas de Burkina Faso, c'est-à-dire la consolidation de bases de données en accès libre au fait pour le public. On sait aussi qu'aujourd'hui, dans un contexte de data et d'IA, la donnée ici, c'est la ressource centrale. Donc, sans données, on ne peut rien créer. Donc, tout passe par la donnée. C'est vrai, il y a les compétences qui se créent, mais sans la donnée, on ne pourra rien créer à la fin. Donc, c'est très important et je salue effectivement
cette initiative de la part d'Open Burkina d'avoir mis en place ce challenge-là pour mettre en place ces bases de données en accès libre au public Burkina Faso. Donc, en conclusion, c'était une belle expérience, bien sûr, de travailler sur ce projet. Et j'espère que voilà, mes travaux vont contribuer vraiment à la consolidation des bases de données en accès libre. Et en termes de perspective, c'est bien sûr dans ça, ce que j'ai livré dans le cadre du challenge, c'était une première version. J'hésitais entre autres, bien sûr, d'utiliser les regex ou bien d'utiliser de l'IA dans l'extraction des informations. Mais le temps d'une compétition ne permettait pas cela d'explorer toutes les possibilités. Donc, je suis passé par les regex et je prévois une seconde version. Utiliser l'intelligence artificielle, l'API d'Open pour vraiment affiner l'extraction des informations de façon précise. Alors, s'il y en a. Bon, perso, je n'ai pas prévu de distraction selon les conseils que j'avais reçus. Est-ce que vous êtes là? Oui, entre-temps, on vous a perdu. Je ne sais pas si c'est seulement à mon niveau, mais c'était entrecoupé, donc je n'ai pas vraiment entendu ce que vous avez dit à la fin. Oui, je ne sais pas si c'est à mon niveau ou bien c'était carrément parfait. À la fin? Oui, à la conclusion. Est-ce que tu peux prendre à la conclusion? Bon, plus rapidement. C'est juste la phase des questions. Je pense que c'est juste la phase des questions. Voilà, il a mentionné dans la conclusion. Voilà. Ah, ok. Donc, vous n'avez pas manqué grand-chose. Ok, merci Monsieur Thierry pour cette présentation. Je vais à présent passer la parole à Monsieur Kaboré pour qu'il fasse son intervention et qu'il vous apporte ses apports pour améliorer votre travail. Monsieur Kaboré. D'accord. Merci beaucoup. Merci Monsieur Zoma pour cette présentation. Merci également d'avoir fourni un code fonctionnel. Et voilà, c'est un code fonctionnel, c'est le minimum en fait qu'on attendait. Donc, j'ai quelques questions. Est-ce que vous avez fait la navigation de la même manière que votre précédent? Si oui, c'est pas la peine je pense qu'on a procédé de la même manière. OK. Sauf que vous avez récupéré des fichiers PDF en fait. Lui, plutôt, il est allé chercher des fichiers texte. Bon, en gros, je n'ai pas récupéré les fichiers PDF. Bon, c'est depuis, j'ai extrait le contenu, c'est-à-dire la dernière section des fichiers PDF depuis le site web. Je ne les ai pas téléchargés. C'est juste la dernière partie que j'ai récupérée en format texte et puis traité en local. Tout se passe en ligne. Ok, d'accord, super. Comme première question, on a vu que généralement, on a des difficultés quand il s'agit en fait des fichiers texte ou bien des fichiers PDF en fait. Parce que si on veut extraire aujourd'hui du texte dans un PDF, c'est un peu plus complexe en fait. Parce que voilà. Exactement. Extraire du texte, ça revient en fait à ouvrir le PDF et faire CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour tout copier. Et voilà, et on colle, c'est le texte qu'on va extraire. Forcément, ça n'extrait pas ça de façon très structurée. Ça, c'est un. Et puis voilà, il peut y avoir des retours à la ligne non maîtrisés en fait. Également aussi, dans les fichiers texte, on a souvent aussi ces problèmes. Donc, pouvez-vous me dire comment vous gérez en fait les retours à la ligne? Par exemple, vous pouvez avoir une phrase et dans cette phrase, on commence, voilà, on dit que dénomination, voilà, il n'y a pas suffisamment de place et d'un coup, on fait un retour à la ligne en fait. Donc, du coup, comment vous gérez ces cas? Parce que là, vous risquez de perdre des informations. Oui. Oui. Ok, est-ce que vous me recevez toujours? Oui. Ce problème de retour à la ligne, déjà, la librairie Python que j'ai utilisée, PDF Miner, me permet de récupérer pas seulement le contenu visible du texte, mais avec
les symboles clés qui matérialisent souvent les retours à la ligne, les tabulations, les espaces. Et donc, à travers ces symboles-là, j'ai pu passer de manière précise à garder le contenu intact comme, visible, comme il était visible sur le fichier PDF. Donc, je ne suis pas trop rentré en profondeur sur cet aspect-là. J'ai laissé la librairie gérer cela à ma place. Ok, d'accord, super. Donc, ça sera bien parce que, voilà, quand on parcourt un peu les fichiers, voilà, il y a souvent ce problème de retour à la ligne qui se pose, en fait, parce que, voilà, on commence à voir quelque chose qui a du sens et d'un coup, voilà, on sent qu'il y a de l'information qui est perdue. Du coup, cette information est passée où, en fait? Donc, Exactement. voilà. Alors, merci pour la réponse. Encore une autre question. Pourquoi le choix de Request au lieu de Selenium qui est un peu plus poussé parce que Selenium permet réellement de faire des simulations en fait un peu plus réelles que Request en fait parce que Request dans certains sites c'est facilement détectable en fait. Et s'il y a des contre-mesures pour vous bloquer facilement, on vous détecte et puis on vous bloque. Ouais, effectivement. Disons, avant d'attaquer ce projet-là, j'ai quand même pesé les deux options-là, ces deux technologies. Et j'ai d'abord navigué le comportement, c'est-à-dire le scénario minimal qui me permettrait quand même d'explorer toutes les données que j'aurais besoin pour travailler sur ce projet. Donc, j'ai vu vraiment que les actions que j'ai eu à mener sur le site n'étaient pas tellement poussées pour m'amener à utiliser Selenium, que je trouve quand même assez et un peu complexe par rapport à Beautiful Soup et puis Request, que je trouve vraiment que je suis vraiment, c'est une préférence personnelle. Hein. Donc, si vraiment la navigation sur le site web était tellement complexe et complexe avec les actions complexes menées sur le site, voilà, je serais contraint bien sûr d'utiliser Selenium pour couvrir ces scénarios-là. Mais j'ai vu que vraiment, dans mon cas, bien sûr, je n'avais vraiment pas besoin d'utiliser Selenium à travers l'algorithme par lequel je suis passé pour extraire les données là. C'était vraiment simple. Donc, je n'avais vraiment pas à faire des clics sur le site. Comme je le disais, je n'avais pas à faire un clic sur le lien du fichier du journal pour accéder à son contenu. Oui. Ok, on va vous permettre de continuer alors. Et vraiment désolé pour ce désagrément qui est contre notre volonté. Il y a eu une coupure d'électricité et d'Internet en même temps, ce qui a causé cela. Nous vous présentons nos sincères excuses. Monsieur Thierry, vous pouvez reprendre où vous en étiez. Ok, je pense qu'on m'avait soumis la question pourquoi je n'ai pas utilisé Selenium et plutôt Beautiful Soup. J'étais en train d'expliquer mes raisons. Je disais que voilà, avant de commencer le projet, j'ai surfé sur le site et je me suis rendu compte que la navigation qui me permettait d'accéder aux données dont j'en aurais besoin pour développer ce projet n'était pas si complexe en termes d'action menée sur le site pour utiliser Selenium parce qu'avec la particularité avec Selenium, c'est que vraiment, il te permet vraiment de se comporter comme un vrai utilisateur qui se comporte sur Internet au fait, à travers les clics, les scrolls et plein d'autres actions poussées. Donc, je disais que voilà, le simple fait que j'ai trouvé le chemin simple d'accès, j'ai préféré utiliser Beautiful Soup et puis Request plutôt que Selenium. Et le fait aussi que, une seconde raison aussi liée à ça, c'est que Monsieur la Zoma, seule action. excusez-moi. Excusez-moi un instant. Monsieur Towe, Monsieur Zbook, Monsieur Geswende, s'il vous plaît, coupez vos micros. Merci. Monsieur Geswende, vous êtes là. Merci. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zoma. Okay. Et une seconde raison qui justifie mon choix qui s'est porté sur Beautiful et puis Request, c'est que la seule action qui mériterait vraiment d'utiliser Selenium, c'était le simple fait de cliquer sur le lien du journal pour accéder à son contenu PDF au lieu de visionnage, soit par image, soit par le contenu texte du PDF sur le site. Mais le fait que j'ai réussi à trouver une parade qui me permet, à travers le lien du journal, d'accéder au contenu, disons au fichier PDF en ligne, m'a permis de passer directement outre ces mesures de vouloir cliquer puis accéder au contenu.
Donc, ce sont des raisons qui expliquent vraiment mon choix et que vraiment, en plus de ça aussi, c'est une préférence bien sûr personnelle, bien sûr d'utiliser Request et puis le Beautiful Soup que d'utiliser Selenium. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai apporté des éléments de réponse assez clairs à la question de monsieur Kaboré. Oui, la question était parfaitement répondue. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser un chat pour tuer une mouche. Donc, voilà. Tout à fait. Merci. Donc, je pense que j'avais juste posé notre question par rapport au retour à la ligne. Et puis, Oui, oui, on en avait discuté. OK, peut-être une dernière question. D'accord. Comment vous gérez les arrêts imprévus en fait? Parce que peut-être que nous allons peut-être déployer le programme et puis voilà. Et comment le programme se comportera quand il va rencontrer une situation d'imprévu? OK. Déjà, vu que j'ai déjà structuré le projet en différentes phases, déjà, ça facilite vraiment la maintenance et en cas d'arrêt, ça facilitera vraiment le retraitement et puis la relance en cas d'arrêt. Déjà, je disais que c'est vrai, traiter tout ça en bloc, c'est vraiment assez compliqué. Donc, je l'ai détaillé en trois phases, comme je l'ai expliqué dans la présentation. Une phase qui consiste à aller récupérer les données. Donc, ces parties sont vraiment détachées les unes des autres. Et histoire de départager un peu la complexité, le temps de calcul et tout ça entre ces trois scripts-là, qui doivent être exécutés de façon séquentielle. Après la fin du premier script, on exécute le second script, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens, au fait, que j'ai géré, au fait, l'optimisation, au fait, de l'exécution du projet. D'accord, merci. Je pense que c'est bon pour moi, hein, mais voilà. De façon générale, pour vous partager un peu une vision, parce que généralement, on récupère ces informations, c'est pour constituer une base de données, en fait. Donc, l'idéal sera peut-être, en fait, qu'on implémente, qu'on pense beaucoup à implémenter des programmes, en fait, qui vont s'exécuter périodiquement et essayer de mettre à jour une base de données. Ça peut être la base de données d'association, ça peut être autre chose, peut-être dans l'avenir qui vont venir avec d'autres challenges de web scrapping. Donc, voilà, pour cette raison, l'idéal sera peut-être que vous pensiez à intégrer ce que vous avez fait déjà bien, que vous pensez à intégrer, peut-être récupérer les dates de publication, par exemple, ou bien récupérer toute autre information qui pourrait en fait indiquer le programme à un point d'arrêt ou un point de début. C'est-à-dire que voilà, quand on lance le programme d'aujourd'hui, voilà, on récupère les articles qui ont été publiés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quand on lance le programme demain, il va commencer à récupérer les articles qui ont été récupérés, qui ont été fixés la dernière fois, et puis voilà, il récupère ainsi de suite jusqu'à la date de lendemain. En fait, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, j'ai un peu confondu. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, pour cela, il faudra aussi des moyens pour pouvoir gérer ces programmes, en fait, en cas d'arrêt imprévu. Voilà, ça peut être, par exemple, le site qui a évolué, qui va provoquer des erreurs, et le programme va s'arrêter. Donc, pour cela, il faudra il faudra penser à implémenter des tests pour qu'on sache voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis voilà, pour qu'on puisse facilement identifier l'origine du problème. Aussi, il faudra aussi voilà, penser voilà, à récupérer ces informations périodiquement. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Ouais, c'est tout pour moi. D'accord, merci pour les ajouts. Ok, merci encore à Monsieur Zouma pour sa brillante présentation, autant pour moi, et merci à Monsieur Kaboré pour les différents apports. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième phase de cette soirée, qui est la phase questions-réponses. À toutes celles ou ceux qui ont des questions, vous pouvez adresser votre question aux panélistes concernés, ou bien si c'est à l'expert que la question est dédiée, vous le spécifiez dans votre façon de poser votre question et
ensemble, ils tenteront d'apporter des solutions à vos différentes inquiétudes. Si vous avez aussi des apports à vous faire, qui a activé son micro? Monsieur Kabour. Si vous avez des apports, des suggestions à faire aux panélistes, ils sont ouverts, donc je vous passe la parole. Il y avait monsieur Zedbouk, je ne sais pas s'il est encore là, qui avait une question, et il y avait une autre personne aussi qui avait mis sa question dans le chat, mais vu qu'on a été déconnecté, il va falloir remettre votre question. Alors, si vous voulez intervenir, vous levez tout simplement la main ou bien vous écrivez votre question dans le chat. Ils tenteront de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions? Allez-y, Monsieur Toé, on vous écoute. Ok, bonsoir à tous. Ok, déjà, je tiens à remercier déjà les panélistes pour leur brillante présentation. Vraiment, pour une fois de plus que le Burkina Faso on a vraiment des talents. Vraiment, sur ce problème qu'on avait lié aux données des associations, il était question de pouvoir obtenir des données. Moi, particulièrement, j'avais pu regarder le site en même temps que les participants. Par exemple, lors de la présentation de M. Bachono, l'astuce qu'il a eu de collecter directement les textes directement sur le site, moi, je n'avais même pas fait attention à cela. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats également qui n'avaient pas remarqué, puisque la plupart ont plutôt téléchargé les PDF ou bien ont scrapé directement les données à partir des différents PDF. L'astuce de récupérer les données directement à partir du texte, bon, ça m'a échappé et ça a échappé également à beaucoup d'autres personnes. Donc, pour moi, ce n'est pas une question vraiment, mais c'était juste pour les remercier déjà pour leur présentation, pour la présentation des différentes méthodes et approches qu'ils ont utilisées, qui pourront aider plus d'un à l'avenir dans l'étude de scrapping, soit dans les hackathons, soit pour des travaux personnels. Merci. Oui, c'est bon pour moi. Ok, merci Monsieur Touré pour votre intervention. Il y a une question dans le chat, Monsieur Zedbouk. Bon, je vais appeler comme ça, vu que c'est comme ça que c'est écrit. Il demande si les deux panélistes ont présenté et ont participé à la compétition. Pardon, il demande si les deux panélistes ont participé à la compétition, au challenge. Oui. Effectivement, les deux panélistes ont participé à la compétition, puisque l'idée ici, c'était de prendre 2 à 4 personnes ayant participé au concours pour qu'ils nous présentent un peu leur approche de résolution. Et les deux se sont portés volontaires pour le faire. Voilà pourquoi je les remercie pour cela. Également, nous avons fait de très belles présentations dans du PowerPoint jusqu'aux méthodes utilisées. Je pense que ce n'est pas forcément les vainqueurs, il faut le souligner pour que oui, effectivement. Les uns et les autres ne se découragent pas. Ce n'est pas forcément les vainqueurs. Ce n'est pas forcément les vainqueurs. Tout à fait, c'est ça. Merci de le souligner. Ce n'est pas forcément les vainqueurs. Samedi, on aura les résultats.
s'il peut être Dieu, samedi. Donc, ce sont des volontaires pour présenter leur approche. N'importe qui pouvait le faire. Donc, bon, les membres du jury seront à même de choisir vraiment les vainqueurs. Donc, ne vous inquiétez pas à ce propos. Ok, merci encore pour ces éclaircissements. Y a-t-il une autre question? Monsieur Dipama, vous voulez dire quelque chose? Alors, vous Nous avons des m'entendez? questions dans le Je chat. crois qu'il y a une Oui, question qui... il y a Je deux vois une questions question dans le chat. qui m'est adressée, si je ne me trompe pas. Ok. Ok. Si vous Il y a préférez, une personne qui est PC1. Salut. vous m'entendez? Oui. Ok. PC1 là qui lui semble être adressé. Je peux Oui, répondre à oui, cela. oui. Je vous entends. Je disais donc qu'il y a... La Donc, première question vous là... est également... Excusez-moi, Monsieur Bationo. Ah, La première ok. question vous est également adressée. Donc, si vous allez commencer, je propose que vous répondiez en même temps. Ensuite, Monsieur Zoma pourra présenter le sien, puisque le premier demande une explication brève sur la méthode de résolution que vous avez utilisée parce qu'il avait un problème de connexion. Alors, est-ce que vous pouvez répondre aux deux questions et ensuite, Monsieur Zoma passera pour répondre à la question qui le concerne? Ok, d'accord. Donc, pour la méthodologie, j'ai juste utilisé Python pour la programmation et aussi Selenium. Le choix de Selenium, c'était surtout basé sur la façon dont je récupérais les informations parce que je récupérais directement le texte. Donc, il fallait faire en sorte que le système attende que le texte soit chargé dans le navigateur pour pouvoir les récupérer. Donc, Selenium était beaucoup plus adapté à ça. Donc, une fois que les informations sont récupérées, qu'est-ce qu'on fait? On les met ensemble et on crée des scripts de exceptions régulières qui vont parcourir les scripts là pour détecter là où il y a eu des déclarations d'existence d'association. Donc, une fois que ces informations, ces sections ont été récupérées, il y a d'autres programmes qui seront là pour récupérer d'autres informations concernant le nom de l'association, le siège, l'objectif, etc. Et d'autres programmes aussi sont là pour aussi extraire des informations concernant les membres aussi qui font partie de l'association, ainsi que leur poste dans l'association. Ça, c'est de façon, comme vous avez dit, très brièvement, je pense que c'est ça. Et je pense que je suis répondu en même temps à la question du bas qui disait comment est-ce que j'ai fait pour récupérer les fichiers texte. Donc, en réalité, c'est en utilisant juste le lien qui a été fourni lors de la compétition. Une fois arrivé là-bas, il y a un lien qui nous donne accès directement au texte de chaque page d'un journal. Donc, une fois qu'on a accès à ce lien-là, en cliquant sur ce lien, il faut attendre que la page se charge dans le navigateur. Donc, en utilisant ce lien, tu peux mettre un script qui détecte la prise. Une fois qu'un certain bloc dans un navigateur est présent, alors il suppose que la page, le texte de façon successive jusqu'à ce qu'il va finir l'ensemble des pages d'un journal précis et le sauvegarde sur le disque dur comme un fichier texte. Et il poursuit comme ça jusqu'à finir les 473 journaux. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Abdoul, Monsieur Bationo vous a posé une question. Si c'est bon, on va poursuivre avec la deuxième question. Et après, Monsieur Zoma viendra répondre également à votre question. Monsieur Bationo, vous pouvez poursuivre. S'il a des inquiétudes, je pense qu'il écrira encore dans le chat.
D'accord, donc je pense que j'ai déjà répondu aux 2 questions. Peut-être qu'on peut passer à la suite. Ok. Monsieur Zoma, vous êtes là? Je suis là. Ok. On vous demande d'expliquer brièvement votre méthode de résolution. D'accord. Donc, en ce qui concerne ma méthode, comme je le disais lors de ma présentation, j'ai utilisé une méthode que je qualifierais de descendante, au fait, en partant des journaux visibles sur le site à travers le lien qu'on nous a donné au début. Je récupère ces informations comme quoi le titre du journal, la date de publication, le contributeur, c'est-à-dire le journal officiel, la personne qui l'a publié, et ainsi le lien qui mène au fait au contenu de ce journal. Et le contenu, ça peut être quoi? C'est une page à travers laquelle on peut visionner le contenu du journal, soit en image, soit en PDF, soit en texte. Donc, dans un premier script, je récupère ces informations concernant les journaux, comme je l'ai précisé. Et dans un second script, je navigue dans le contenu même dans le contenu texte des journaux pour extraire les parties relatives aux déclarations d'existence des associations. Donc, si on prend le contenu d'un journal, il y a 2 sections bien visibles, bien distinctes. Une première section, voilà, où on retrouve les décrets, les articles, tout ce qui n'a rien à voir avec des déclarations d'association. C'est une partie officielle. Et une seconde partie également non officielle à travers des annonces où on a maintenant les déclarations d'existence. Donc, dans ce second script-là, j'ai trouvé la possibilité de naviguer à l'intérieur de ce contenu et puis récupérer cette dernière section, bien sûr qui concerne les déclarations d'existence d'une association, par exemple. Donc, dans un journal, on peut avoir plusieurs déclarations d'existence, c'est-à-dire plusieurs associations. Donc, à la sortie, à la fin de ce second script-là, j'ai une liste de déclarations d'existence. Donc, et j'ai réussi à récolter plus de 9000. Et donc, si j'ai une déclaration d'existence, il reste maintenant à extraire même de façon précise les informations souhaitées. Et dans une déclaration d'existence, qu'est-ce qu'on a? On a généralement une phrase formulée comme suit, association dénominée tant, abréviation, et puis on donne le président, 2 points, le nom du président, siège, on donne le trésorier, et puis les différents rôles, les différents membres, bien sûr, de l'association. Donc, à travers des expressions régulières, je cible de manière précise ces différentes parties des informations de la déclaration pour constituer maintenant la base des associations proprement dites. Donc, voici en 3 étapes comment j'ai procédé pour récolter les informations. Et à chaque étape, bien sûr, il y a un fichier final. Donc, à la fin de l'exécution du premier script, c'est-à-dire la première étape, j'ai un fichier JSON ou bien CSV, il y a les 2 formats qui contient bien sûr pour la liste des 473 journaux. Et dans la seconde étape, j'ai également mis en place un second fichier, les résultats. Dans un second fichier JSON ou bien CSV, il y a les 2 formats toujours disponibles au choix, qui contient maintenant la liste des déclarations. Et dans le troisième, c'est le troisième maintenant qui fournit la liste des associations proprement dites, à savoir la dénomination, association, voilà, des parents d'élèves de telle école, par exemple, le nom le siège à Koudou, par exemple, je donne l'objectif, le nom du président, je donne le nom du secrétaire général, du trésorier, voilà. Et c'est ainsi que, voilà, j'ai réussi à extraire les données souhaitées. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse assez clairs à ta question. Oui, Monsieur Zoma, il dit que c'est bon et il vous remercie pour votre réponse. Merci. Par contre, il a une autre inquiétude plus en haut. Je pense que ça, c'est pour Monsieur Bacciono. Oh, et monsieur aussi a laissé son message. Ok. Y a-t-il une autre question? En fait, je pense que beaucoup n'ont pas compris. En fait, ils ont d'abord quand ils ont récupéré les informations, ils ont d'abord normalisé en fait le texte. Donc, ils ont mis peut-être en majuscule ou bien ils ont transformé tout en minuscule et puis voilà, à travers les mots-clés, ils ont pu identifier en fait les différentes parties et récupérer les informations. Je pense que c'est ça Bacciono a voulu dire dans le commentaire en fait.
Aussi, il faut noter qu'on ne peut pas récupérer à 100% des informations. Forcément, il y aura des informations qu'on ne va pas arriver à récupérer. Donc, forcément, on sera obligé de les laisser, de les abandonner, ou bien de les récupérer, les stocker à quelque part, mais ce sont des informations erronées. Ok, merci Monsieur Caboret pour cet éclaircissement. Y a-t-il d'autres questions? Quelqu'un d'autre a-t-il une inquiétude? Monsieur Bationa a laissé son mail dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Monsieur Zoma également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Caboret, il y a une question dans le chat pour vous. Monsieur Caboret, vous êtes là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, moi je t'entends. Ok. Monsieur Caboret est déconnecté ou bien il est là? Je viens de me reconnecter, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une question dans le chat pour vous. Alors, un instant. De faire en sorte que le script s'exécute de façon automatique, s'agira-t-il où vous allez exécuter les différents scripts en question? En fait, l'idée, c'est de peut-être déployer ces scripts à quelque part. Et puis voilà, périodiquement, on peut dire, par exemple, chaque mois, chaque 30 du mois, ou bien chaque 25 du mois, voilà, ces scripts se lancent automatiquement. Et pour ne pas tout récupérer à partir de zéro, on va se fixer un référentiel, peut-être, disons, la dernière date de récupération. Et à partir de cette date, on va récupérer les nouveaux articles qui seront publiés, en fait. Donc, c'est ça que je disais qu'il faudra peut-être voir la façon d'intégrer, en fait, l'exécution automatique, puisque ça peut être déployé sous forme peut-être de job cron ou bien voilà, des tâches planifiées si vous préférez ça. Et généralement, on donne des accès à ces scripts pour qu'ils écrivent directement les informations là-bas. Donc, s'il y a des publications, voilà, s'il y a une nouvelle mise à jour, la base de données est automatiquement update et puis voilà, on a les nouvelles informations, tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, cette exécution se fera-t-elle sur des systèmes de type Windows et Linux? Peu importe le système, l'idéal, en fait, c'est que peut-être vous containerisez ces scripts. En fait, vous pouvez à la fin créer un conteneur, ce qui n'est pas très compliqué à faire, et vous mettez ces scripts dans le conteneur. Et puis, peut-être, on prendra juste le conteneur ou on les déployera n'importe où. Ça peut être sur nos machines, ça peut être sur des machines en ligne, en fait, et l'idéal aussi, c'est qu'on les déploie sur des machines en ligne qui ne perdent jamais la connexion. Là, ça évite plein de soucis tels que les pertes de connexion, etc. C'est bon? Ok, Monsieur PC1, est-ce que c'est bon? Y a-t-il une autre question?
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on peut clôturer la session? Hello? Je Monsieur pense qu'on peut Toé, clôturer. est-ce que vous Je avez pense qu'on peut clôturer. un dernier mot? Non, je te laisse clôturer. Honneur aux dames. Ok, chers panélistes, avez-vous quelque chose à ajouter aussi à Monsieur Kabouré? Quel est votre dernier mot? Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que je tiens à vous remercier pour cette opportunité. C'était vraiment édifiant de pouvoir participer à ce projet de web scraping, même si on a déjà fait des trucs similaires, mais voir que bon, c'est le but de pouvoir résoudre un problème, un problème qui est déjà concret, qui est là, et ce n'est pas juste un projet personnel, on fait simplement comme ça, c'est vraiment édifiant. Donc, merci à vous, tout le monde, et merci aussi pour toute cette organisation. Ok, Merci à vous. je vais me prononcer par dire merci à M. Kabouré. J'ai vraiment apprécié la facilité avec laquelle il mettait en lumière les points clés, points sensibles de ce projet en faisant de très bonnes suggestions. J'ai vraiment apprécié et je lui dis merci pour tout cela. Et merci également à Amos pour sa brillante présentation, son travail vraiment de très bonne qualité que j'ai vraiment apprécié. Et merci à tous ceux qui ont pris part à ce webinaire et on se donne rendez-vous vraiment pour la suite des défis, bien sûr. Ok, je pense qu'on a devancé l'iguane dans l'eau. Il y a une dernière question pour Monsieur Kabouré. Monsieur Kabouré, vous êtes là? Alors, question, vous avez des infos sur les associations que vous préconisez pour les associations dont certains gens seront vides? Je n'ai pas très bien compris. Alors, Excusez, pour les questions qui sont en train de venir maintenant, est-ce que ce n'est pas mieux de plutôt les collecter pour envoyer à M. Kabourou dans le groupe directement? Parce que la machine sur laquelle on a lancé le Zoom, en fait, est à 3%. Et il y a toujours du délestage au sein du virtuel. Donc, il y aura des soucis ici, là. de toute façon, on a jusqu'à samedi. C'est bien samedi, hein? Oui, c'est Voilà. samedi la proclamation. En fait, le but n'est pas de désigner le gagnant. Je pense que le but n'est pas réellement ça, mais le but, c'est de vraiment détecter les talents et puis voilà, pouvoir collecter des données, en fait. Donc, s'il y a des questions qui vont venir par la suite, on n'hésitera pas à répondre. Et aussi, si vous avez des projets que vous avez débutés, que vous avez besoin qu'on contribue, on n'hésitera pas à contribuer, en fait. Ok, merci Monsieur Kabouré. Alors, chers participants, comme vous l'avez entendu, nous allons devoir clore la session. Mais si vous avez des inquiétudes, des questions, vous avez les différents mails, donc vous pouvez directement les contacter. Moi, je vais clôturer en disant merci à nos deux panélistes déjà d'avoir accepté, bien sûr, de faire cette présentation ce soir. Merci pour leur partage d'expérience. Merci à Monsieur Kabouré pour son expertise qu'il a bien voulu partager avec nous ici. J'espère que beaucoup ont beaucoup appris. Bon, j'espère que tout le monde a beaucoup appris parce que moi particulièrement, j'en ai appris ce soir. Alors, je vais dire quoi encore? Je pense que c'est tout. Et merci beaucoup à Monsieur Thierry qui intervient depuis la Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Dans votre présentation, vous disiez que vous étiez étudiant en Côte d'Ivoire. Exactement, c'est bien ça. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à Monsieur Baturno et je vous souhaite bonne chance pour samedi, pour la proclamation des résultats. Continuez surtout sur cette lancée. Si vous avez des problèmes, des préoccupations, n'hésitez pas à contacter M. Kabouré. Il sera toujours là pour vous guider. Alors, merci M. Toé pour cette opportunité de modérer cette session. C'était Salimata Sawadogo. Je vous remercie. Bon. Merci aux participants également. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir posé vos questions. Bien sûr que je ne vous oublie pas. Alors, au revoir et à bientôt. Ok, bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à vous également.
Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le groupe. On va essayer d'y répondre. Ok.